Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre l'audition de Marisol Touraine, ministre de la Santé. Elle est entendue cet après-midi par le groupe de travail du Sénat sur la présence médicale sur le territoire français. Mi-décembre, la ministre a présenté un pacte territoire santé pour réussir là où ses prédécesseurs ont échoué depuis 10 ans. Il faut dire que malgré les nombreux plans pour lutter contre les déserts médicaux en France, eh bien, la France continue de perdre des médecins, notamment en zone rurale. Alors la ministre envisage de créer notamment des maisons de santé pluridisciplinaires dans lesquelles les jeunes médecins pourraient travailler en groupe. Tout de suite donc l'audition de Marisol Touraine. Bon après-midi à tous. Alors, c'est une audition qui était très attendue, vous pouvez l'imaginer, et qui revêt une très grande importance pour nous, Madame la Ministre. En effet, nous sommes, je crois, unanimes au sein de cette commission à considérer que la question de la présence médicale sur l'ensemble de notre territoire est un sujet de préoccupation majeure de nos concitoyens et les élus locaux qui administrent les territoires et que nous représentons au Sénat sont évidemment inquiets et attendent des décisions de la part du gouvernement pour évidemment essayer de juguler cette désertification médicale. Alors, pour éclairer le Sénat, notre commission a mis en place, dès sa création au printemps dernier d'ailleurs, un groupe de travail sur le sujet. Il est présidé, ce groupe, par M. Jean-Luc Fichet et il a comme rapporteur M. Hervé Maurey. Alors, plusieurs de nos collègues ont effectué, ils ont effectué de nombreuses auditions, des déplacements, je crois, quelques déplacements, et ils devraient nous présenter prochainement donc le résultat de ce travail et des conclusions sous quinzaine, je pense, puisqu'on a reporté un petit peu la présentation de ce dossier. Voilà. Donc, en vous souhaitant la bienvenue, je vais tout de suite vous donner la parole, et puis, si nous pouvons, je crois, prévoir environ 1 heure et demie, peut-être, c'est à peu près le temps, 1 heure et demie. Bon, alors, oui, il faut que je sois à 1 heure. 7h30 à mon avis. Parfait. Donc, peut-être que les questions sont nombreuses et que votre présentation peut être simple. Voilà. Merci, Madame. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci de m'accueillir dans le cadre de votre groupe de travail. Je crois que c'est un moment d'échange important et comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président, la question que l'on appelle maintenant des déserts médicaux est une question qui préoccupe beaucoup nos concitoyens et donc préoccupe légitimement les élus locaux, les élus nationaux. Et de ce point de vue-là, il est important de pouvoir apporter des réponses. Comme vous l'avez vous-même souligné, je crois que le plus intéressant résidera sans doute dans l'échange que nous allons pouvoir engager. Et donc, je vais vous indiquer de façon assez rapide les perspectives dans lesquelles le gouvernement a commencé à travailler. Et puis, nous instaurerons donc le dialogue que vous souhaiterez. La priorité pour le gouvernement et qui, au fond, irrigue l'action que je mène, c'est de lutter contre les inégalités sociales et territoriales. Contrairement à une idée reçue, quand on regarde l'enjeu des déserts médicaux, on s'aperçoit que le problème n'est pas un problème de nombre de professionnels de santé et en particulier de nombre de médecins, même si vous me permettrez de faire une petite parenthèse à ce moment, qui est que nous parlons de déserts médicaux et évidemment nous devons approcher le problème de façon globale et réfléchir non seulement à la présence des médecins, mais aussi à celle des professionnels de santé de façon plus générale, même s'il n'y a pas de mots faciles à utiliser pour cela. Je ferme la parenthèse, donc parfois même moi je dirais médecin, mais en réalité il faut parler plus globalement. Sur ce point néanmoins, je veux évoquer le nombre de médecins, puisque nous en avons 200 000 en France aujourd'hui. C'est un nombre très élevé et historiquement élevé, et il n'empêche que nous sommes confrontés à l'absence
de professionnels dans un nombre croissant de nos territoires, puisque on estime à environ 50% de nos concitoyens qui connaissent des difficultés d'accès pris globalement. Donc ce peut être soit le médecin généraliste de proximité, soit des médecins spécialistes dans certaines spécialités, et on pense en particulier aux ophtalmologistes, aux gynécologues et de façon un peu moins forte, mais aux pédiatres. Un peu moins forte tout simplement parce que tout le monde ne va évidemment pas voir un pédiatre. Ces inégalités se sont aggravées au cours des dernières années, puisque dans près de 80 départements, on constate une baisse des effectifs des médecins généralistes. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas laisser la situation se dégrader davantage. J'attire votre attention sur le fait que, spontanément, nous avons tendance, lorsque nous parlons de déserts médicaux, à évoquer des territoires ruraux. Mais je veux évidemment insister sur le fait que les territoires urbains ne sont pas à l'abri de ce phénomène, banlieues ou quartiers en difficulté sensible, mais y compris très grandes villes et certains quartiers de très grandes villes, puisque nous sommes à Paris, l'Est parisien est confronté à des difficultés en la matière que ne connaît pas l'Ouest parisien. Alors, je voudrais, avant de vous présenter très rapidement les 12 engagements que j'ai mis en avant dans le cadre du pacte territoire santé que j'ai annoncé au mois de décembre dernier, je voudrais, avant de vous présenter ces 12 engagements, faire un point préalable dont je ne doute pas qu'il donnera lieu à des discussions ensuite, mais vous dire pourquoi je n'ai pas retenu le principe de la coercition comme modalité de l'action à engager en la matière. Au-delà des principes qui peuvent nous animer les uns ou les autres, je voudrais insister, et je crois que la liberté des patients, la liberté d'installation sont des principes anciens dans notre système, mais au fond, moi je voudrais insister sur le fait que d'une part la coercition apparaîtrait comme injuste pour les jeunes générations. Si nous devions l'appliquer aujourd'hui aux jeunes médecins qui vont exercer dans 1 an, 2 ans ou très peu de temps, ils auraient le sentiment de porter eux la responsabilité des dysfonctionnements d'un système antérieur et donc font valoir que il trouverait cela injuste. Et donc vient ensuite l'idée que ce n'est pas pour maintenant que l'on va le mettre en place, mais pour les prochaines générations, c'est-à-dire que les médecins qui commenceraient tout juste leurs études, mais on voit que même si ce point-là pourrait éventuellement faire l'objet de discussions dans quelque temps, aujourd'hui c'est maintenant que nous avons besoin de répondre au sujet, puisque la démographie médicale, comme vous le savez, elle est en train de baisser. Nous allons atteindre un creux très bas en 2016, et puis ça va progressivement remonter. Donc la situation, nous sommes dans la période la plus difficile en quelque sorte. Donc prendre aujourd'hui des mesures qui ne s'appliqueraient qu'en 2020, 2021 ou 2022 ne répond pas aux problèmes des Français et des territoires aujourd'hui. Donc c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas retenu cette démarche. Nous avons à l'inverse considéré qu'il n'y a pas de mesure miracle. Il n'y a pas la mesure à partir de laquelle on peut dire, eh bien voilà, si on la met en œuvre, nous allons pouvoir lutter efficacement contre les déserts médicaux. Nous avons besoin de jouer sur tout un ensemble de mesures, de leviers, et nous avons besoin d'une mobilisation dans les territoires, non seulement des élus, parce que nous savons que les élus sont mobilisés dans les territoires, mais en particulier des administrations et des agences territoriales de santé. C'est la raison pour laquelle dès que j'ai présenté le pacte, réuni l'ensemble des directeurs généraux d'agences régionales de santé pour leur demander de se mobiliser et de faire en sorte que nous puissions atteindre nos objectifs. Et donc le pacte, il se décline en 3 axes qui consistent d'abord à changer la formation des jeunes médecins et les conditions de leur installation, à transformer les conditions d'exercice et à investir dans les territoires isolés. Alors je vais très rapidement changer la formation, c'est favoriser les stages en médecine et j'ai pris l'engagement que 100% des étudiants
devrait réaliser un stage qui est d'ores et déjà obligatoire mais qui n'est pas aujourd'hui effectué. J'ai indiqué que d'ici 2017, 1500 bourses de services publics seraient accordées. Au cours des 3 dernières années, 300 à peine l'ont été et donc il y a là un volontarisme assumé. J'ai indiqué, nous avions eu avec en tout cas les sénateurs qui se sont engagés dans la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale évoquée. Nous avons voté la mise en place de 200 postes de praticiens territoriaux de médecine générale dès 2013. Là encore, il ne s'agit pas du tout, comme certains ont voulu dévoyer le système ou la mesure, de créer un revenu minimum à vie. Il s'agit de sécuriser le moment de l'installation des jeunes médecins parce que, contrairement à ce que l'on imagine, s'installer dans un territoire en particulier rural que l'on ne connaît pas suppose du temps pour se constituer sa patientèle. Il y a aussi la nécessité de se faire connaître et donc on a besoin d'engagement, d'investissement et d'investissement matériel. Un jeune médecin a des crédits à prendre. Enfin, pour ce qui est des études et de l'installation, j'ai indiqué, pour faire face aux difficultés que rencontrent les jeunes médecins au moment de leur installation, que serait créé dans chaque région un référent installation unique. Très concrètement, les agences régionales de santé vont désigner partout dans nos régions une personne, un bureau qui sera identifié avec comme je le dis, il y aura un nom, un numéro de téléphone. On saura qui on peut appeler. J'ai rencontré trop d'internes lors de mes déplacements qui me disaient avoir voulu prendre des contacts avec l'agence régionale de santé pour avoir des informations et n'avoir pas réussi à savoir où il était le plus intéressant de s'installer, quels étaient les dispositifs dont ils pouvaient disposer, etc. Ça, c'est le premier axe donc, qui concerne les études et l'installation des jeunes médecins. Le deuxième axe, c'est celui de la transformation ou de l'accompagnement des conditions d'exercice des professionnels de santé, puisque aujourd'hui, les jeunes professionnels, et d'ailleurs de plus en plus les moins jeunes, disent qu'ils ne souhaitent plus travailler comme le faisaient leurs prédécesseurs. Ils veulent travailler de façon plus coordonnée, en équipe. Ils veulent des échanges, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le travail à l'hôpital apparaît comme un peu la référence. Nos jeunes médecins sont formés à l'hôpital pour l'hôpital, et donc nous devons faire évoluer cela. Nous allons donc valoriser le travail en équipe en mettant en place des rémunérations forfaitaires d'équipe, c'est-à-dire que ce sont des rémunérations qui n'iront pas aux médecins individuellement, mais forfaitairement pour le travail de coordination qui est réalisé, dès lors qu'il apporte un service supplémentaire aux patients. Je prends 2 exemples que j'ai rencontrés très concrètement dans mes déplacements. La constitution d'équipes a permis, dans un certain nombre de cas, l'ouverture des cabinets médicaux sur des plages horaires plus amples, plus larges, puisqu'il y a davantage de professionnels. Donc là, c'est un service rendu nouveau à la population. Autre exemple, la constitution d'équipe permet de dégager du temps et de faire apparaître des besoins nouveaux et c'est un phénomène intéressant. Dans beaucoup de maisons pluridisciplinaires de santé qui fonctionnent bien, on voit s'installer des diététiciens ou des diététiciennes, je dois dire plus souvent, qui viennent répondre à un service et donc cela peut ainsi être financé de manière nouvelle. L'autre élément, je vous le disais, c'est de rapprocher l'hôpital de la maison, enfin de l'exercice libéral, et notamment de considérer qu'on peut se former dans un cabinet libéral, que l'hôpital n'est pas le seul lieu de formation pour la médecine générale. Et donc, avec Geneviève Fioraso, nous allons mettre en place un label qui permettra label universitaire qui permettra d'identifier les lieux, les cabinets de ville dans lesquels il peut y avoir une formation
hors les murs. J'ai pu, par exemple, très concrètement voir l'intérêt de ce type de dispositif à Argentan-sur-Creuse, où je suis allée inaugurer une maison de santé tout à fait exemplaire. Nous allons également travailler au développement de la télémédecine en faisant avancer les choses très concrètement, en prenant comme premier exemple ou comme premier terrain d'application, la dermatologie, la télésurveillance en cardiologie. Nous mettrons en place un programme spécifique par ailleurs pour les téléconsultations en EHPAD. Il faut avancer concrètement. Il faut enfin, si on veut modifier les modes d'exercice des professionnels, accélérer les transferts de compétences. On en parle beaucoup, on avance lentement et je souhaite qu'une discussion puisse s'engager avec les professionnels, en particulier avec les ophtalmologistes, pour voir, puisque c'est un des secteurs dans lesquels les temps d'attente, les délais d'attente pour avoir des rendez-vous sont très importants, voir comment nous pouvons progresser. Le troisième pilier du pacte territoire santé, c'est l'idée qu'il nous faut investir directement dans des territoires qui sont isolés. Cela aboutira concrètement à mettre en place les services, les moyens permettant à des services d'urgence ou à l'accès plutôt aux soins urgents de s'améliorer, puisque le président de la République s'est engagé à ce que tous les territoires aient un accès à des soins urgents en moins de 30 minutes d'ici 2015. Nous avons commencé dès l'année dernière, dès l'automne dernier, à déployer des équipements. Nous allons permettre très concrètement, administrativement, juridiquement, à des personnels hospitaliers ou salariés d'aller travailler en appui à temps partiel, par exemple, dans les cabinets libéraux. C'est-à-dire, par exemple, vous avez une maison pluridisciplinaire de santé, ou pas une maison pluridisciplinaire, un pôle de santé. Vous avez un médecin spécialiste hospitalier qui pourra, plus facilement que ça n'est le cas aujourd'hui, aller passer une journée par semaine, une journée tous les 15 jours, dans cette maison de santé, dans laquelle il y aura des rendez-vous qui seront pris, et ça permet de déployer, d'offrir des services davantage répartis sur le territoire. Nous allons par ailleurs réaffirmer le rôle des hôpitaux de proximité et responsabiliser les centres hospitaliers régionaux à l'échelle de leur territoire. Il y a notamment l'idée que des professionnels qui travaillent dans les CHU ou dans les CHR pourraient aller davantage passer du temps, là encore, non pas dans des cabinets libéraux pour le coup, mais dans d'autres établissements hospitaliers, des petits établissements hospitaliers. C'est le statut d'assistant partagé. Encore faut-il que les CHU laissent ces médecins aller travailler dans des hôpitaux de proximité. C'est notre volonté. Et puis, il y a des secteurs dans lesquels nous aurons besoin de centres de santé salariés. J'ai lancé une mission de l'IGAS, de l'Inspection générale des affaires sociales et de l'Inspection générale des finances pour déterminer le modèle économique ou la manière d'adapter le modèle économique de ces centres, parce que qui dit centre de santé doit dire malgré tout efficience globale. Nous ne pouvons pas avoir des structures qui soient durablement déficitaires. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, la manière dont nous avons engagé au gouvernement le travail. Cela s'inscrira de façon plus générale dans une politique de santé redéfinie à travers la stratégie nationale de santé que le Premier ministre appelle de ses vœux et dont nous aurons l'occasion de préciser l'ensemble des contours très prochainement. Nous avons évidemment besoin pour réussir de la mobilisation de tous. Je l'ai dit, je sais que les élus sont très mobilisés et j'entends pour ma part vous assurer de la mobilisation du gouvernement et de toute l'administration. Bien, merci Madame la Ministre pour cet exposé très précis. Donc, je donne tout de suite la parole à Monsieur Jean-Luc Fichet. Oui, Madame la Ministre, d'abord merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes effectivement en face de la Commission d'aménagement du territoire et du développement durable, ce qui d'ailleurs
contrarie, on pourrait dire un petit peu la commission des affaires sociales qui nous a dit à un moment donné, mais comment ça se fait-il que vous vous saisissiez de la question des déserts médicaux? Est-ce que ce n'est pas notre problématique à nous de commission des affaires sociales? Donc on a réglé la question en leur expliquant que notre approche était bien une question d'aménagement de territoire et c'était une réponse à des élus qui aujourd'hui s'interrogent beaucoup sur ce qu'ils vont pouvoir avoir comme offre de soins sur leur territoire, qu'ils soient ruraux ou périurbains. Et je crois que vous avez effectivement, à travers les 12 propositions que vous venez d'énumérer, apporté déjà un bon nombre de réponses qui sont sous la forme incitative. Alors certaines existaient déjà, mais on a constaté que la communication s'était mal faite ou l'intérêt était moindre. On peut les réactiver parce que c'est vrai que, par exemple, le contrat d'engagement est sans doute une bonne formule que de dire à des jeunes médecins qui disposent de peu de moyens pendant leurs études, écoutez, si vous voulez, vous vous engagez pendant 5 ans à aller dans les territoires sous-dotés, en échange de cela, pendant 5 ans, on vous aide à financer vos études et ça, ma foi, si c'est bien communiqué, je pense que ça devrait créer de l'enthousiasme. Donc il y a un certain nombre de dispositions comme ça, je ne vais pas les énumérer, mais qui sont des bonnes dispositions. Moi, je note avec beaucoup de plaisir le fait qu'on va faire un travail aussi sur les centres hospitaliers de proximité. C'est-à-dire que ça, c'est une demande qui est très importante parce qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes autour des fermetures des centres hospitaliers de proximité ou des anciens hôpitaux locaux ruraux, des SSR, en disant non, on va tout rapatrier dans la ville-centre, et puis ce qui ne fait que de créer de l'éloignement, et donc ça, c'est une très bonne chose. Vous avez dit effectivement que le numerus clausus était suffisant et je crois que c'est ce qu'on a pu entendre tout au cours de nos auditions. Ce n'est pas nécessaire d'augmenter le numerus clausus. On a suffisamment de médecins. Maintenant, à nous de les intéresser pour la médecine générale et faire en sorte qu'ils viennent dans les territoires sous-dotés. Moi, je voudrais vous poser une question parce que je crois que c'est celle qui était la plus forte et qui sans doute apparaîtra dans notre rapport. C'est-à-dire que la coercition, au début, moi j'étais, je vais le dire, assez favorable à cette idée. Au fur et à mesure des auditions, on s'est dit que ce n'était peut-être pas la première réponse qu'il fallait apporter. Mais par contre, on pense et on a entendu un nombre de fois des propositions allant dans le sens d'une régulation par le conventionnement. Donc la régulation par le conventionnement, ça veut dire tout simplement que si on considère qu'il y a des territoires qui sont aujourd'hui bien dotés en médecins, qu'ils soient médecins généralistes ou des médecins spécialistes, si d'autres médecins veulent s'installer dans des territoires qui sont déjà suffisamment fournis, et bien à ce moment-là, ils ne pourront plus bénéficier du conventionnement et voire ne pourront plus non plus prétendre aux aides sociales ou aux avantages fiscaux dont ils peuvent bénéficier. Donc ça, c'est des propositions qui sont pas coercitives, mais qui y ressemblent un petit peu. Et il semblerait que ça ne va sans doute pas répondre au fait que les médecins qui n'auraient pas de conventionnement pour s'installer dans des zones surdotées auront le réflexe de dire je vais aller m'installer dans des zones peu dotées. Sans doute pas, mais en tous les cas, ça permettra de montrer qu'il y a une volonté maintenant de réguler l'installation. Et puis sans doute que dans un second temps, effectivement, on pourrait imaginer d'autres accompagnements de ces médecins-là pour qu'ils viennent dans des territoires, a priori, qui les intéressent moins. Moi, je veux croire que la profession est aujourd'hui très sensibilisée à la question des déserts médicaux, et certains supportent mal d'ailleurs l'expression en disant une offre de soins qui n'est pas bien équilibrée, qui n'est pas bien ajustée dans les territoires. À nous de faire le travail. Donc, ma question, Monsieur le Président, pour que je fasse court, ma question c'est que pensez-vous de la régulation par les conventionnements? Merci. Je passe la parole à Monsieur Hervé Moret. Merci Monsieur le Président et merci Madame la Ministre d'être venue aujourd'hui dans le cadre des travaux de ce groupe de travail où nous tentons, comme l'a rappelé Jean-Luc Fichet, de dégager des solutions, j'allais dire sans tabou, pour s'attaquer à ce véritable problème des déserts médicaux, qui est un problème à la fois de santé publique, mais aussi d'égalité entre nos concitoyens. Santé publique parce qu'on voit bien les conséquences que ça a sur certains territoires, et égalité parce que ça n'est pas normal que dans certains cas, on soit en situation d'attendre 18 mois un rendez-vous, quand dans d'autres cas, on n'a même pas à attendre 18 jours. Alors vous semblez effectivement avoir pris conscience qu'il y avait un problème et qu'il fallait tenter de le régler. Je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'il n'y a sans doute pas de solution unique et de solution miracle. Dans les propositions que vous avez rappelées, je vais naturellement pas les reprendre toutes,
Mais il me semble qu'il y a à la fois des solutions qui vont dans la bonne direction. C'est le cas de votre volonté qu'il y ait maximum 30 minutes de temps pour accéder à des soins d'urgence. Je me permettrai une parenthèse en vous faisant remarquer qu'il n'y a pas que les soins d'urgence, il y a les soins tout court, et qu'en la matière, ce qui me paraît important, ce n'est pas la distance kilométrique, mais le temps d'attente d'un rendez-vous, et ça, jusqu'à présent, je trouve qu'on en parle très peu. Dans la bonne direction également, le fait de vouloir développer le travail en équipe, de mener une réflexion sur la rémunération. D'autres mesures me semblent également opportunes, mais pour l'instant, j'allais dire, dans un champ d'application assez restreint, puisque sur la télémédecine, pour l'instant, on ne l'expérimente qu'en matière de dermatologie, le transfert de compétences uniquement pour l'ophtalmologie, le rapprochement maison de santé, université, on se contente de recenser les meilleures pratiques. Et puis, le président l'a dit lui-même, d'autres mesures existent déjà. Le fait de dire qu'il faut que 100% des étudiants fassent leur stage en médecine, des étudiants en médecine générale fassent leur stage en ville, c'est déjà dans les textes. Et vous ne nous dites pas comment vous y arrivez. Les bourses d'engagement de service public, pareil, ça existe déjà. Vous voulez en faire d'autres, très bien. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas parce que les étudiants n'en veulent pas. Alors, vous nous dites pas, c'est pas en rajoutant plus, à mon avis, que ça marchera davantage. Même chose sur la possibilité de permettre à des structures hospitalières d'apporter leur soutien au monde ambulatoire. C'est aussi une disposition qui est dans la loi Bachelot et qui a du mal à fonctionner justement parce qu'on a aussi un manque de médecins en hôpitaux. Donc là aussi, comment on fait en sorte que ces mesures qui existent déjà, elles puissent fonctionner alors qu'elles ont plutôt prouvé l'inverse. Et puis, dernière mesure à laquelle alors, je ne crois absolument pas, c'est la question des praticiens territoriaux avec un revenu garanti, parce qu'on sait très bien que le problème pour attirer les médecins en zone rurale, c'est certainement pas la rémunération, puisqu'ils ont tellement de travail que ceux qui y viennent, ils ont largement la rémunération que vous garantissez. Donc ça, c'est certainement une mesure qui n'est pas pertinente. En revanche, il y a deux axes que vous n'évoquez pas du tout, j'en suis un peu étonné. La première, c'est la formation des futurs médecins. Parce qu'aujourd'hui, et ça aussi c'est ressorti dans la 50aine d'auditions qu'on a menées, les futurs médecins, ils sont uniquement tournés vers l'hospitalier. On nous disait pas plus tard qu'en début d'après-midi, lors d'une audition, aujourd'hui on ne forme pas des médecins, on forme des médecins hospitaliers. Et donc, il est clair qu'il faut une réflexion sur l'enseignement, et pas seulement par rapport à plus de stages, mais sur les matières qui sont enseignées. On n'enseigne pas la gestion, on n'enseigne pas la psychologie, on n'enseigne pas l'économie de la santé. Bon, tout ça, c'est quelque chose qui est aussi totalement absent de vos propositions. Et puis, dernier point, pour ne pas être trop long, j'allais dire le point dur. Moi, j'ai été un peu étonné quand vous avez dit on lance une concertation, on va regarder quelles sont les bonnes mesures, mais naturellement, on ne regardera même pas la question de la coercition. Parce qu'on sait bien qu'en France, la coercition, c'est tabou, et qu'un gouvernement qui soit de droite ou de gauche, il a tellement peur du lobby médical qu'il y a des mots que l'on n'ose pas utiliser. Alors je ne sais pas si, pour vous, coercition et régulation, telle que l'a évoqué Jean-Luc Fichet, c'est la même chose. Mais je crois qu'on pourrait effectivement, comme l'a dit Jean-Luc Fichet, au moins regarder cette piste-là. Parce que quand vous dites la coercition, c'est injuste, enfin, Madame la Ministre, d'accord, mais est-ce que c'est juste les inégalités que l'on vit sur nos territoires? Est-ce qu'il n'est pas temps de se soucier vraiment de l'intérêt général? Et si c'est si injuste et si scandaleux que ça, alors il faut être cohérent, il faut rendre la liberté d'installation aux pharmaciens, il faut rendre la liberté d'installation aux infirmières, rendre la liberté d'installation aux kinés. Donc voilà, Madame la Ministre, je suis désolé de m'emporter un peu, mais c'est un sujet, si vous voulez, sur lequel nos territoires ruraux vivent un tel drame, avec parfois même des drames humains, puisqu'il y a parfois des vies qui sont en péril, que j'aimerais vraiment sentir qu'il y ait une volonté de privilégier avant tout l'intérêt général et pas l'intérêt des médecins. Bien, alors, Oui. vous souhaitez répondre à ces deux groupes de questions qui sont déjà très fournis, avant qu'on passe aux autres, Madame la Ministre, peut-être. On ne va pas dans les zones où il y a déjà... Attendez, on peut peut-être laisser parler Madame la Ministre, elle a été questionnée, donc on lui donne la parole. Messieurs, vous ferez ensuite vos débats en dehors. Madame la Ministre, vous avez la parole. Bien, merci Monsieur le Président. Je vais répondre aussi précisément et en même temps rapidement que possible à ces deux séries d'interpellations du Président et du rapporteur de votre mission.
je remercie Jean-Luc Fichet disons de son soutien à la démarche qui a été engagée. Vous avez raison, monsieur le sénateur, de souligner que parmi les mesures qui ont été avancées, certaines existent déjà. Je veux indiquer que je crois fortement que si ces mesures n'ont jusqu'à maintenant pas donné les résultats attendus, c'est d'abord parce que prises isolément, elles ne peuvent pas aboutir. Et donc, je le dis, le plan du gouvernement réside autant dans le fait de mettre en avant tout un ensemble de dispositions que dans chacune des dispositions prises séparément les unes des autres, même si séparément les unes des autres, elles peuvent répondre à des problèmes particuliers, mais l'enjeu est bien de faire en sorte de jouer, comme je l'ai dit, sur tous les leviers existants. Et le deuxième élément, c'est la mobilisation dans nos territoires, parce que moi j'ai été extrêmement frappée, encore une fois, en rencontrant les acteurs locaux, les élus, enfin ça je l'entendais déjà auparavant, mais les jeunes médecins, les étudiants, que il y a des dispositifs que moi, nous connaissons par cœur, parce que nous sommes, d'abord, vous les votez, nous les avons votés, y compris dans le passé, et qui n'arrivent jamais à destination ou à connaissance des gens pour qui ils sont en théorie faits. Donc il y a besoin d'une mobilisation. Alors vous dites, et je salue aussi le fait que vous soulignez qu'on a besoin de nos hôpitaux de proximité. Moi je le dis, les hôpitaux, le maillage territorial hospitalier est un des facteurs, contrairement à ce qu'on peut imaginer, de présence médicale libérale, ambulatoire, dans nos territoires. Alors, est-ce que on pourrait aller, sans aller vers de la coercition, vers de la régulation par le conventionnement? Bon, moi j'entends la proposition que vous faites. Vous avez raison de souligner, je crois que les jeunes médecins n'y verraient pas beaucoup de différence avec de la contrainte ou de la coercition. La seule question qui vaille, c'est au fond, est-ce qu'aujourd'hui, ça aurait une chance de fonctionner? Parce qu'on peut toujours décider, dire, écoutez, voilà une position de principe, etc. Je m'adresse au rapporteur. La question est de savoir si ça peut fonctionner. Aujourd'hui, nous sommes face à un risque très précis. Pas pour les médecins généralistes tellement, mais pour les médecins spécialistes. Nous sommes face à un risque qui est celui de la mise en place d'une médecine qui serait non plus à deux vitesses, mais avec un fossé, un gouffre entre une médecine accessible et une médecine qui ne le serait plus, des médecins pouvant être tentés de se déconventionner. Moi, je le dis. Et aller dans la direction d'une régulation par le déconventionnement, c'est s'exposer à ce que des professionnels de santé, au fond, assument de s'installer dans certains territoires où ils considéreront qu'ils auront une population solvable qui, au fond, leur assureront des revenus satisfaisants et se déconventionneront. On aurait à ce moment-là le résultat strictement inverse à celui que nous recherchons, et non seulement il y aurait moins de professionnels accessibles dans nos territoires, mais en plus, nous aurions un divorce qui se créerait au sein de la profession et au sein de notre système de santé. C'est la raison pour laquelle nous ne souhaitons pas aujourd'hui aller dans cette direction. Encore une fois, nous mettons en place une politique, nous ferons tout pour que cette politique aboutisse à des résultats, parce que comme vous l'avez indiqué, il y a une prise de conscience de la part des professionnels, pas de tous, je dois dire, des jeunes médecins, pas de tous, de la nécessité, au fond, de se préoccuper aussi des conditions dans lesquelles leurs futurs patients ou leurs patients accèdent aux soins aujourd'hui. Je voudrais dire
à Monsieur le rapporteur, Monsieur le sénateur Hervé Maurey, qu'il ne m'a pas bien entendu sur la formation des médecins. J'ai même explicitement dit qu'aujourd'hui, les médecins étaient formés à l'hôpital pour l'hôpital et que c'était la raison pour laquelle nous avions besoin d'aller vers la labellisation universitaire de lieux de formation extérieurs à l'hôpital. Par ailleurs, nous avons engagé, cela je ne l'ai pas évoqué, j'ai souhaité répondre à la demande de concision de votre président, nous avons engagé la réévaluation de ce qu'on appelle la maquette des études médicales, puisqu'il va y avoir, il y a comme tous les 10 ans, une remise à plat des contenus des études médicales, et nous allons voir comment nous pouvons introduire des enseignements qui, vous parlez d'études économiques, gestion, etc., sans doute, peut-être, nous avons aussi besoin, d'une part, d'une sensibilisation aux sciences sociales qui soit plus importante, notamment quand on connaît les enjeux éthiques auxquels sont confrontés les professionnels. Mais nous avons aussi besoin de mettre en avant tout ce qui tient de la médecine de parcours, qui va devenir décisive et qui va être au cœur de notre stratégie nationale de santé. Comment valoriser le travail en équipe, comment mettre en avant ces éléments-là. Et nous sommes en discussion entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur ces points-là. Je pense que j'ai entendu votre interpellation sur la coercition. Je pense y avoir répondu par ailleurs et j'avais eu l'occasion d'indiquer à l'Assemblée nationale, lorsque la proposition de loi de votre collègue M. Vigier était venue en débat, les raisons pour lesquelles nous n'y étions pas favorables, les raisons que j'ai par ailleurs rappelées et qui me semblent aujourd'hui toujours d'actualité. Merci. Alors, je voudrais préciser qu'il y a 10 sénateurs qui ont demandé à s'exprimer et il nous reste un quart d'heure. Donc, que les questions, on sait tous que le sujet est passionnant et que vous le connaissez tous, mais posez la question pour que vous puissiez avoir une réponse, sinon on n'y arrivera pas. La parole est à Gérard Cornu. Oui, Madame la Ministre, on peut tous s'entendre sur le fait de dire qu'il n'y a pas de mesure miracle. On est, je pense, tous d'accord là-dessus. Je voudrais reprendre très vite et très synthétiquement une mesure que vous avez prise sur les praticiens territoriaux. Je ne pense pas que ce soit le problème du salaire qui est en jeu. Je pense que c'est d'autres choses lorsque les médecins hésitent et notamment dans le monde rural, lorsqu'ils hésitent à s'installer, c'est qu'ils ont peur d'être seuls. Vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, en fait, il y a une nouvelle approche de la médecine et maintenant, le médecin tout seul, dans un désert médical, il a un peu peur. Et donc, je ne pense pas que ça soit une garantie de salaire. Et en tout cas, cette mesure, je ne vois pas trop comment elle va fonctionner. Mais peut-être que vous allez nous en dire un peu plus sur le choix des départements, sur la durée de garantie de salaire. Mais je voudrais revenir sur autre chose dont vous avez un peu parlé, mais pas trop, mais c'est normal. C'est le problème du transfert de compétences. Je pense que la démographie médicale est ce qu'elle est, mais je pense qu'on ne se sert pas assez de professions qui ont fait des études importantes. Je pense aux pharmaciens, aux opticiens, aux infirmières, aux kinés, pour justement réguler un petit peu les choses. Et que le réflexe d'aller voir tout de suite le médecin généraliste, je pense que est pas forcément bon. Je pense que ces professions ont la capacité de réguler les choses et lorsque ça dépasse leurs compétences, bien sûr, d'envoyer. Et je crois que c'est quelque chose à explorer. Nous l'avons fait pour l'optique ici même au Sénat, sur un texte consommation. Le rapporteur était Monsieur Fauconnier. Et constatant cette longue attente des rendez-vous des ophtalmos, nous avons voté à l'unanimité ici au Sénat la possibilité pour les opticiens de délivrer sur des ordonnances de moins de 5 ans, de porter de 3 ans à 5 ans la durée de l'ordonnance. Vous savez, c'est peut-être pas grand-chose comme ça en disant 3 à 5 ans, mais ça permet de désemplir les rendez-vous parce que franchement l'attente au niveau des ophtalmos
l'ophtalmo est très conséquente. Et en plus, ces professions, pharmaciens, infirmières, opticiens et kinés, il y a une régulation dans le territoire, ils couvrent fortement le territoire et je pense que ce transfert de compétences est à mon avis un point essentiel pour réguler cette désertification médicale. Merci. Michel Teston. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, moi je voudrais évoquer la question de la démographie médicale en psychiatrie qui me paraît se poser avec encore plus d'acuité que celle de la démographie en médecine générale. J'ai quelques éléments ici qui doivent être malgré tout vérifiés. Le nombre de psychiatres a culminé en 2005 au-dessus de 13 000 et les projections indiquent une diminution de plus de 40% en 2020. Quelle que soit donc leur pratique, les psychiatres, quand je dis pratique, qu'elles soient publiques, libérales ou associatives, se concentrent dans les très grandes agglomérations. Il existe donc d'immenses zones blanches en psychiatrie. L'âge moyen des psychiatres est le plus élevé parmi tous les médecins spécialistes. Donc ma question est toute simple. Quelles mesures envisagez-vous de prendre pour renforcer la démographie médicale en psychiatrie? Merci. Monsieur Yves Rome. Madame la Ministre, j'ai noté avec grande attention les évolutions que vous souhaitez apporter à ces grandes difficultés que connaissent les territoires et qui vivent très cruellement cette fracture médicale qui est presque équitablement répartie sur tout le territoire national. J'ai noté avec beaucoup de plaisir que les pistes qu'évoquait notre Président, vous les avez rejetées peut-être un peu rapidement, en tout cas à terme, elles me paraîtront devoir être mises en œuvre si on veut arriver à obtenir une offre globale de soins sur l'ensemble des territoires, en partenariat, vous l'avez peut-être insuffisamment souligné, avec les territoires et les collectivités territoriales qui seront des alliés précieux pour pallier les gravements qu'elles connaissent, pour aboutir à résoudre ces problèmes qui nécessiteront en tout cas du temps et de la durée. Mais je voudrais, profitant de cette occasion, attirer votre attention sur des dégâts collatéraux liés à la désertification médicale de nos territoires, qui induisent des dépenses supplémentaires pour les collectivités territoriales. Je préside la Commission nationale d'incendie et de secours des sapeurs-pompiers. 76% de l'activité des sapeurs-pompiers est liée au secours à personne. Et ces charges incombent uniquement aux collectivités territoriales. J'aimerais que dans le cadre de la réflexion sur les solutions que vous devez apporter, ce sujet fasse l'objet d'un examen attentif. Nous avons déjà sollicité l'inspection générale des finances. Je souhaiterais que l'IGAS y soit associé pour que soit enfin réglée la querelle entre les blancs et les rouges et que soit mobilisé le secteur privé ambulancier qui profite très largement du développement de son activité lorsque le soleil brille et qui, la nuit, très tranquillement, dans les zones les plus dangereuses parfois des quartiers reculés de nos villes, décide de ne pas intervenir, renvoyant au nom de la notion de prompt secours vers les services départementaux et d'incendie et de secours l'obligation d'intervenir. C'est un sujet important pour les territoires, Madame la Ministre, et surtout pour les territoires sur lesquels vous avez agi avant que de devenir ministre. Alors, Monsieur Rémy Pointreau. Oui, Madame la Ministre, merci de votre présence et de votre présentation de la lutte contre les déserts médicaux. La région centre que vous connaissez bien est le deuxième désert médical de France après la Picardie. Notamment les spécialistes qui font défaut dans les agglomérations de notre région. Il y a un plan urgence santé qui s'est mis en place au niveau de la région avec les maisons de santé pluridisciplinaires qui vont répondre à un certain nombre d'attentes mais qui ne vont pas tout résoudre. C'est un point qui me paraît quand même important de pouvoir le mettre en place, surtout dans notre département du Cher qui est encore en dessous des normes de la région centre, parce qu'on a un médecin pour 1000 habitants, je crois, ou un peu plus. Il y a un certain nombre d'engagements qui sont intéressants. Les 3 premiers, moi, je n'y crois pas. Les stages, les étudiants n'en veulent pas. Les bourses existent, mais c'est pas tellement publicité par les étudiants.
et les praticiens territoriaux, je ne suis pas sûr que ça réponde vraiment aux attentes. Par contre, l'engagement numéro 9 me paraît tout à fait intéressant, parce que dans nos territoires ruraux assez vastes, comme le Cher par exemple, on est vite, très très vite à plus de 30 minutes d'un accès aux soins d'urgence, notamment dans le sud du Cher. Et moi je souhaiterais qu'on parle aussi d'urgence chirurgicale, non seulement d'urgence médicale, mais également chirurgicale. Et je souhaite que cet engagement se mette en place très rapidement sur le terrain, avec un exemple concret que nous venons de vivre dans le sud du Cher, à Saint-Amand-Montrond, puisque l'ARS vient de décider de fermer les urgences chirurgicales les week-ends et jours fériés, et doivent ainsi aller, les habitants doivent aller à Bourges, donc qui est à plus d'1 heure du sud du département. Donc je voulais savoir, bon, je crois qu'il y a provisoirement, vous avez stoppé pour 6 mois cette opération. Je souhaiterais savoir si vous allez mettre en œuvre vraiment de façon efficace cet engagement numéro 9 et que définitivement ce genre de fermeture ne revienne pas sur le tapis dans 6 mois, parce que je crois que ça a créé, je dois le dire, un choc véritablement dans le département du Cher, parce que les urgences de Bourges sont déjà largement saturées, et je vois bien que, bon, vous allez me dire que le schéma régional de l'ARS s'applique parce que ça a été une décision avant votre arrivée. Mais je crois que vous avez aujourd'hui le pouvoir de changer les choses. Qu'en est-il? Qu'est-ce que vous allez faire pour ce genre de problème qui risque de se passer dans d'autres secteurs, dans d'autres territoires? Voilà mon inquiétude aujourd'hui. Merci. Monsieur Charles Revet. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, il se trouve qu'hier soir, j'ai été en réunion en tant que président de comité de communes avec les médecins de mon secteur. Nous réfléchissons à la mise en place d'une maison médicale ou d'un pôle de santé. Et si les médecins ne sont pas les premiers acteurs avec nous, ça ne fonctionnera pas. Je crois que c'est clair. Donc, mais j'avais 6 médecins qui veulent s'investir et qui m'ont dit dans 3 ou 4 ans, il n'y aura plus que 5 médecins pour tout le secteur, là où il y en avait 12. Première, il se trouve qu'un d'entre eux avait un document concernant les pôles de santé. Je l'ignore, je n'ai pas lu le document, mais il a dit mais on va nous faire encore une usine à gaz pour monter un projet. Est-ce qu'on peut simplifier au maximum, parce que la France est très diverse, toutes les situations ne sont pas comparables, et je crois que ce qu'il faut, c'est bien sûr répondre à des critères, ça ne peut pas être autrement, mais essayer d'être le plus simple possible si on veut être efficace dans la mise en œuvre. Donc, c'est ma première question. Est-ce que vraiment il y a une réglementation qui fait que, avant d'aboutir, et c'est les ARS bien sûr qui peuvent être en première ligne, et qui soit la plus simple possible pour mettre en œuvre et répondre aux besoins de la population. Et deuxième question, qui va vers les jeunes. Il m'a été dit que les jeunes étaient plutôt orientés vers les centres hospitaliers et qu'après, ne connaissant pas la réalité du terrain, ils ne sont pas incités à y aller. Or, quand les jeunes vont faire des stages, y compris dans les milieux ruraux ou dans des milieux urbains, parce que vous avez eu raison, au Havre, un médecin me dit « mais on était 6, on n'est plus que 2, et bientôt il ne va plus y avoir de médecins ». Est-ce que, dans le cadre du parcours de formation, il n'y aurait pas moyen d'inciter, ou voire de faire une obligation pour une partie des stages, que ce soit effectivement en milieu soit rural, soit périurbain, mais en milieu direct, avec aux côtés bien sûr de médecins qui accueillent des stagiaires. Merci. Alors, Monsieur Roland Ris. Oui, Madame la Ministre, merci d'avoir bien mis l'accent sur, bien sûr, les disparités que l'on connaît entre les territoires urbains et les territoires ruraux, mais vous avez également parlé des disparités à l'intérieur des villes, et je suis un élu d'une grande ville, et je témoigne de ces disparités. Avec un chiffre qui m'a complètement frappé sur la question de l'obésité des enfants. À Strasbourg, dont je suis le maire, il y a un rapport de 1 à 4
en nombre d'enfants atteints d'obésité dans les quartiers périphériques par rapport aux quartiers centraux. Et je pense que cela est lié évidemment à des modes de vie, ça a toutes sortes de raisons, mais aussi à l'insuffisance de la présence médicale et notamment des diététiciens ou diététiciennes dont vous parliez tout à l'heure. Et on a, nous, mis en œuvre une politique de présence médicale à travers des maisons médicales de santé dans les quartiers. On en a 2 qui aujourd'hui fonctionnent et vraiment cela rend des services énormes et les personnels sont extrêmement motivés par l'interdisciplinarité et les concitoyens dans les quartiers trouvent dans la même maison la possibilité de s'adresser sans aller dans les différents cabinets médicaux. Ça me paraît très important. J'ai cru entendre tout à l'heure dans ce que vous avez dit que c'était un des éléments que vous souhaitiez promouvoir. Et j'ai pas très bien compris. Vous parliez du financement de l'interdisciplinarité, si j'ai bien compris, à l'intérieur de ces pôles médicaux. Alors, si vous pouviez, sur ce point précis, me donner une réponse, parce qu'on a d'autres projets de maisons médicales de santé à Strasbourg. Madame Evelyne... Alors, pardon. Laurence Rossignol, pardon. Madame la ministre, merci pour avoir montré à quel point votre gouvernement est mobilisé sur la question de l'accès aux soins. Quand on parle des déserts médicaux, on pense souvent incapacité de se soigner. Il y a une étape avant celle-là, c'est l'incapacité à trouver un médecin référent. C'est-à-dire que je vis dans un territoire, alors il a été évoqué tout à l'heure par un de nos collègues qui a dit il y a pire que nous, il y a la Picardie. Je vis dans un territoire dans lequel les patients ne trouvent plus de médecin référent. C'est-à-dire que les cabinets ferment, les médecins arrêtent et les médecins qui sont toujours là ne veulent plus prendre de patients en médecin référent. Ce qui a des conséquences terribles parce qu'à un moment donné, les gens finissent quand même par se faire soigner. Heureusement, dans notre pays, il n'y a pas encore, soit ils passent aux urgences, soit un médecin qui n'est pas leur médecin référent finit par les soigner. Sauf que quand il s'agit de faire des analyses médicales, des examens médicaux, les taux de remboursement sont très faibles. Et je me demande jusqu'à quel point, d'un certain point de vue, c'est pas une situation qui arrangerait les comptes de la Sécu, parce que je les trouve peu offensifs à essayer de résoudre ce problème-là, qu'il faut résoudre parce que c'est la double peine. C'est la double peine pour les gens qui vivent dans les territoires en difficulté. Ma deuxième remarque porte sur, je vais essayer de faire très vite, mais ça mériterait un débat plus long, sur les représentations que nous avons concernant le dialogue ou la difficulté de dialogue avec les professions de santé. Je vois que mon collègue Hervé Moret, pourtant pas connu pour son goût pour le collectivisme et la fonctionnalisation, émet des idées sur la coercition. Mais avant la coercition, je me demande quand même s'il n'y a pas d'incitation. Je me souviens qu'il a été paru il y a quelques années une étude faite par l'Ordre des médecins qui révélait que 30% des étudiants en médecine n'exerçaient pas à la fin de leurs études de médecine. Et l'étude n'est pas très vieille, elle a peut-être changé un peu, mais pas beaucoup. Et en particulier les femmes. Alors, soit on a un point de vue sexiste, consiste à penser qu'elles font des études de médecine pour se marier. Voilà. Soit on regarde les choses un peu autrement et on considère qu'aujourd'hui, les médecins veulent travailler. Je suis ravie que ce que je dis déclenche autant de commentaires. Soit on pense ça, soit on regarde les choses autrement et on pense que les jeunes médecins aujourd'hui veulent travailler en structure collective et pas tout seul, et que hommes et femmes aspirent à des vies qui ressemblent un peu à la vie des autres travailleurs, c'est-à-dire qu'eux aussi ont des enfants et aspirent un peu à s'en occuper. Et le goût pour l'hôpital est effectivement dû à la qualité de la médecine qu'on y exerce, mais aussi au fait de travailler en groupe. Et je me demande un peu où sont passés tous les réseaux de soins dont on a beaucoup parlé au cours des dernières années. On a mis en place des réseaux de soins. Et puis tout d'un coup, on a l'impression que ceci a disparu. Je me rappelle des réseaux de soins en matière de prévention, je ne sais plus comment il s'appelait, réseau de soins, planification des naissances, avec une chaîne qui allait du médecin, gynéco, etc., autour des pilules, des pilules du lendemain, etc. Pas les pilules du lendemain, les RU 486, voilà, autour du RU 486, tout ça. Et on a l'impression que toutes ces affaires de réseau, qui nécessitent de l'argent, qui nécessitent de l'investissement, parce qu'il faut payer le temps que les médecins passent à travailler pour le réseau, se sont évaporées
dans d'autres priorités de santé. Et on a l'impression quand même qu'il y a un manque de continuité, de continuum dans l'organisation des soins en médecine de ville. Et moi, j'en pince pour ma part pour l'idée que beaucoup de médecins sont intéressés à être salariés. Beaucoup de jeunes médecins voudraient bien être salariés et que, on n'a pas encore trouvé, à part l'hôpital, dans quelle structure on peut leur apporter les murs, une organisation de soins qui leur permette d'avoir un cadre de travail collectif, les libérer de tout ce qui est comptabilité, etc. Et c'est ça qu'ils demandent. Et plutôt que la coercition, peut-être le salariat me paraît être une bonne solution insuffisamment développée. Et les médecins qui parlent au nom des généralistes sont toujours très attachés au mode de rémunération antérieur, pour ne pas dire archaïque. Merci. Alors, Jacques Cornano. Allumé. Alors, je profite pour saluer Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Je voudrais simplement profiter pour vraiment vous sensibiliser, attirer votre attention, parce que la couverture sanitaire en Guadeloupe d'une manière générale, et notamment à Marie-Galante, pose problème. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai organisé à la demande des élus de l'île une rencontre avec l'ensemble des élus et la directrice de l'ARS. Et particulièrement ce jour-là, nous avons noté la détresse, j'insiste là-dessus, la détresse psychologique du personnel et des malades, puisque l'hôpital a été fermé sans information. Et la situation est si grave, c'est pourquoi je vous ai alerté, de manière à vous rencontrer, je dis personnellement par la directrice de l'ARS, avec d'autres élus, parce que cette couverture sanitaire, c'est un problème crucial depuis des années, pas vous, hein, les prédécesseurs, du temps de la droite, où nous avons alerté tout le monde, les pouvoirs publics ont du mal à résoudre. Parce que l'accès aux soins, et vous l'avez bien précisé, est à plus de 30 minutes. Un hélicoptère qui est souvent basé à Martinique ou à Pointe-à-Pitre, l'autre fois était en panne. Il y a eu plusieurs cas semblables à la Corrèze. Et le cas qui s'est produit en Corrèze, très rapidement, le président a intervenu, mais il y a des dizaines de cas tous les jours, et très souvent, on ne le dit pas, pour faciliter la tâche, pour ne pas faire tâche d'huile, les malades prennent un bateau, le temps du voyage est de 45 minutes, 1 heure, quand la mer n'est pas démontée. Alors je voudrais vraiment, aujourd'hui, ce n'est pas là, je vais tout développer, mais vous sensibiliser là-dessus et préciser qu'au regard des engagements pris par le président de la République, je l'avais sensibilisé avant, lorsqu'il était passé pour préparer les élections, il avait précisé clairement, et c'est dans les 30 engagements, en disant que je vais renouer avec l'excellence de notre système de santé et renforcer l'hôpital public outre-mer. Voilà pour l'essentiel de l'audition de Marisol Touraine par le groupe de travail sénatorial sur la présence médicale sur le territoire français. Bon après-midi à tous.